On l'entendait faire sa moue ironique en écoutant cette revue de presse. Nicolas Corato qui nous rejoint pour notre débat. Bonjour Nicolas. Tellement. Ça se voyait en tout cas, tellement. Président et fondateur du think tank Place de la République, marqué à gauche. Vous l'aurez compris. William T est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Président du think tank Le Millénaire, marqué à droite. Tiens, vous entendiez parler du CNPF dans la revue de presse. C'était pas l'ancien nom du MEDEF, c'est le Centre National de la Propriété Forestière. Vous aurez appris un nouvel acronyme. Revenons maintenant sur cet appel au patriotisme des chefs d'entreprise. Ça avait fait beaucoup parler cette semaine, les propos de Bernard Arnault. L'Europe doit négocier vite et bien, sinon nous partirons et ce sera la faute de l'Europe. Est-ce que ces mots d'abord de Bernard Arnault vous avez choqué, William T? Non, parce qu'ils décrivent une réalité qui existe et que, hormis Nicolas, qui réagissent mal à l'actualité, en fait, les faits sont assez véridiques. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la question que vous posez, c'est est-ce que les patrons, en fait, à chaque fois, doivent se comporter de manière philanthropique ou comme tous les citoyens? Les patrons sont avant tout des gens qui sont désignés comme mandataires pour agir au nom de leur société. Et donc, il y a plusieurs choses qui jouent. Ils doivent agir dans les intérêts de leur société. Leurs sociétés sont souvent, maintenant avec le CAC 40, fondées avec des revenus qui sont basés à l'étranger. Donc, en fait, ils ont des revenus, ils ont des centres d'intérêt qui sont ailleurs en France. Et surtout, moi, je pense que le point intéressant, c'est de dire leur mandat est conféré par des actionnaires. Or, à cause des gens comme Nicolas et ses amis, en fait, maintenant, les actionnaires sont de plus en plus étrangers. Donc, on peut pas demander à des actionnaires de représenter la France, alors qu'il y a de moins en moins d'actionnariat français. Et c'est ça le point le plus intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patrons français ont un actionnariat qui dépendent de l'étranger, même parfois sont nommés par des actionnaires étrangers comme BlackRock, comme des fonds souverains étrangers, etc. Or, le problème qu'a créé Nicolas, c'est qu'en taxant à mort le capital, en punissant à mort le travail, en punissant à mort l'effort et le mérite, et en punissant tout l'avoir que pouvaient avoir les Français, notamment qui voulaient investir dans le patrimoine, et notamment dans le patrimoine financier, on a empêché les Français d'être des propriétaires de leur CAC 40. Si les Français étaient propriétaires de leur boîte, vous verrez que les patrons seront davantage patriotes et engagés pour la France, comme c'est le cas aux États-Unis. Autre point, je pense, et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas mis en place une structure comme la retraite par capitalisation, qui aurait fait en sorte que l'ensemble des groupes du CAC 40 seraient majoritairement français, et vous verrez, une boîte qui est majoritairement française sera une boîte qui soit patriote avec un patron patriote qui sont engagés pour la France. Alors on parlait de Bernard Arnault, effectivement on parle des grands patrons pour le coup. Nicolas Corato. Je trouve intéressant ce que vous dites, William. Finalement, les grands patrons seraient les seuls à pouvoir s'exonérer d'une forme de valeur morale sur le fondement de votre démonstration très rationnelle. Parce que leur actionnariat ne serait plus français, parce que des gauchistes horribles auraient taxé le capital beaucoup trop fort. Finalement, monsieur Bernard Arnault ne serait plus un citoyen comme les autres. Vous savez, les gens de votre camp, puisque je vous renvoie à la politesse, n'arrêtent pas à appeler les Français à des démonstrations de patriotisme, et notamment certains Français parmi d'autres. Moi, je trouve que monsieur Bernard Arnault, qui est un citoyen comme les autres, a le droit aussi d'être ramené à une valeur patriotique. Aujourd'hui, monsieur Arnault nous dit: si l'Europe ne se réforme pas, mais très vite, nous allons quitter l'Europe. Mais il y a quelques jours, quelques semaines, il était à l'investiture du président Trump. C'est-à-dire le même président qui aujourd'hui met l'Europe dans une situation économique impossible. Je veux dire par là que les grands patrons ne sont pas irresponsables. Les grands patrons prennent des décisions qui sont aussi des décisions politiques. D'ailleurs, je ne compte plus le nombre de campagnes de communication de grands groupes qui, pendant des années, nous ont parlé d'entreprises citoyennes. C'était intéressant à l'époque pour elles de parler d'entreprises citoyennes. Il faut qu'elles aillent au bout du processus et au bout de la démonstration. J'ajoute enfin que nos grandes entreprises, vous parlez de leur actionnariat, bénéficient encore énormément du financement et du budget public. Vous savez, ces fameux impôts que vous trouvez trop élevés, ou ce fameux budget public que vous trouvez trop élevé. La recherche, l'éducation, l'enseignement supérieur, mais aussi les infrastructures que nous développons dans ce pays, les éléments en matière d'impôts. Bref, monsieur Arnault n'est pas quelqu'un qui marche sur l'eau et qui atterrit là où il veut dans le monde. Monsieur Arnault, il est aussi dans un schéma géopolitique où la France reste l'épicentre de son groupe et la raison même de la constitution de son groupe. Donc il y a un moment où moi je trouve normal que le président de la République, et qui n'est pas un ultra-gauchiste, appelle aussi les patrons à un minimum de patriotisme et un minimum d'alignement sur les intérêts du pays. On peut parler aussi de ce qu'avait demandé Emmanuel Macron. Il avait demandé aux grands chefs d'entreprise de cesser d'investir aux États-Unis pour engager le bras de fer. Le lendemain, dans le Figaro, sous anonymat,
un des grands patrons qui avait écouté Emmanuel Macron disait: ce que dit Macron, j'en ai rien à cirer, on fera ce que nous demande Trump. Rodolphe Saadé, par ailleurs directeur général de CMA-CGM, a investi 60 milliards de dollars aux États-Unis. Donc est-ce que les grands chefs du CAC 40 jouent pour Trump aujourd'hui? Je vais répondre en deux parties, mais au moins je vais répondre sur Bernard Arnault, parce que c'est le sujet. Sur Bernard Arnault, on dit que Bernard Arnault commet des déclarations qui sont non patriotiques. Bernard Arnault, tu l'as dit toi-même, est un citoyen comme les autres, donc il a le droit d'exprimer son point de vue et une orientation politique, économique, en disant que le pays ne va pas dans le bon sens et qu'il faudrait faire d'une telle manière. Et je suppose que Bernard Arnault s'y connaît quand même mieux que toi sur les questions économiques. Mais certainement. Moi, je ne fais pas de chantage à l'État français. Deuxième paramètre. Je pense aussi, c'est que Bernard Arnault, on décrit son patriotisme, et c'est l'amour de la gauche qu'il y a pour lui, en disant, je me rappelle quand même en 2012 qu'il avait dit « casse-toi pauvre riche », notamment c'était la lune de Libération à la compte de Bernard Arnault. Mais si on prend Bernard Arnault stricto sensu, c'est des dizaines de milliers d'emplois en France, avec un salaire moyen pour LVMH qui est beaucoup plus élevé que le salaire moyen des Français, c'est environ 4 000 € moyens, notamment Sophie Binet s'est fait rappeler par votre confrère Jean-Jacques Bourdin. Bernard Arnault également, c'est 5,8 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés, dont la moitié sont produits en France, alors que plus de 80% de ses revenus sont à l'étranger. C'est-à-dire qu'il paye plus d'impôts en France que ce qu'il ne gagne en revenus. Un mot, pardon, juste un mot. Non, mais là, c'est moi qui reprends 2 secondes. Il paye des taxes sur les salaires. Il paye des taxes. C'est pas le sujet, la seule question que je pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un milliardaire comme ça qui exprime son point de vue, ou des millionnaires qui sont devenus millionnaires grâce à la politique et grâce à l'argent public? Mais on admet juste une chose, William T. On peut admettre tout à fait qu'une grande majorité des revenus d'LVMH sont faits à l'étranger et pas en France. Par contre, en revanche, si c'était pas français, Vuitton, est-ce que les gens se l'arracheraient à l'étranger? C'est bien parce que c'est le surtout à la française qu'on se l'arrache. Il faut rappeler que la création du groupe LVMH, la rachat de Boussac par M. Arnault, a bénéficié de crédit public. Non, mais il faut dire ça aujourd'hui. On a l'impression que ces entrepreneurs sont des gens qui sont sortis de nulle part et qui, par leur intelligence et par leur énergie, et c'est souvent comme s'ils n'avaient rien fait aussi. Non, mais bien sûr, on réussit. Mais il faut rappeler aussi à vos auditeurs que l'origine de la fortune de ces grands milliardaires français provient aussi d'argent public sur la restructuration des groupes, sur le rachat des groupes. Quand tu comptes Boussac, ça a coûté 400 millions de francs à l'État français. Et Arnault rapporte 2,9 milliards d'euros. C'est un bon investissement. Donc du coup, l'État, il est contributeur net par rapport à ce que... Mais monsieur Arnault a bien eu besoin de l'État français à un moment pour démarrer sa fortune. Il nous l'a très bien rendu avec des dizaines de milliers d'emplois et avec beaucoup d'argent qui ont été investis à travers les impôts. Et je ne suis pas sûr qu'il bénéficie exactement des mêmes bénéfices fiscaux et sociaux que la plupart des Français en termes de contribution nette. Et ensuite, après la question que je te pose, mais après je vais répondre à la question de Jean-Marie, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un milliardaire qui apporte beaucoup à la France, ou est-ce que tu préfères toujours les millionnaires qui sont devenus millionnaires grâce à l'argent public, grâce à la politique? Je n'ai rien contre Bernard Arnault. Je vais répondre. Je n'ai rien contre Bernard Arnault ni contre LVMH. Moi, je suis simplement choqué par sa déclaration. C'est le sujet qui nous est posé aujourd'hui. Moi, je suis choqué qu'un grand patron comme ça, qui a tant apporté à la France, mais à qui la France a tant apporté également, aujourd'hui fasse sécession dans un moment où on a besoin de montrer une unité, notamment européenne, face à la guerre commerciale que nous a déclaré le président Trump. C'est ça le sujet. Et effectivement, si les patrons eux-mêmes font sécession alors que les États européens ont du mal à s'unir, je pense qu'effectivement l'Union européenne est mal partie. Et M. Arnault, concrètement, objectivement, je pense, a commis une erreur dans sa déclaration. Ensuite, après, sur les difficultés que rencontrent les différents patrons français. Les patrons français font face à 2 circonstances qui sont dramatiques. La première, c'est que depuis 1981, et même récemment, malheureusement, Macron avait quand même fait quelques efforts, et les grands patrons français doivent faire face à une concurrence internationale qui est globalisée avec ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale, alors qu'ils ont des boulets au pied avec la fiscalité française. Qu'est-ce qui se passe en France? La fiscalité augmente plus vite que dans l'ensemble des autres pays, ce qui fait que la France, comme l'a rappelé le Premier ministre, est devenue le pays le plus taxé du monde. Les entreprises françaises sont les plus taxées du monde avant même d'avoir produit quelque chose. Demandez à tout le monde qui a créé son entreprise, vous verrez que vous êtes pénalisé de cette manière-là. Autre paramètre aussi, c'est que culturellement, à chaque fois qu'il y a un sujet, on tape et on accable les patrons parce que de toute façon, on veut tuer la réussite et on n'encourage pas l'effort. Ensuite, après la concurrence internationale, vous demandez à des patrons, en fait, d'aller contre leur objet social. Or, leur problème, c'est qu'ils ont un sujet qui est majeur, c'est la question du revenu. Quand vous prenez Rodolphe Saadé et que vous prenez Bernard Arnault, tout le monde peut le suivre, les revenus du luxe dépendent incroyablement du commerce international. Donc, ça veut dire qu'en fait, les entreprises de luxe montent dans les bourses, montent en termes de chiffre d'affaires, montent en termes de revenus lorsque la croissance mondiale et donc, ce que lui demande... a mis à mal le commerce international, c'est Donald Trump, pas l'Europe. Alors pourquoi il tape sur l'Europe et
pas sur Trump. Non, mais il a le droit de dire. Moi, non, mais j'ai pas dit qu'il n'avait pas le droit. Mais moi, je partage son avis. Ce que lui dit, c'est qu'en fait, Donald Trump met une guerre commerciale parce que l'Europe pratique un commerce qui est déséquilibré à l'égard des États-Unis. C'est ce que lui dit. Et donc lui plaide à la fin de son assemblée générale pour une grande zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Moi, je pense qu'il a tort, parce que ça affaiblirait l'Europe. Mais ensuite, après, il a le droit de le défendre. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme les footballeurs, c'est-à-dire qu'on les accable de tout. Ils n'ont pas le droit d'exprimer leur avis. S'il veut exprimer son avis, il a le droit d'exprimer son avis. Vous défendez très bien les intérêts de M. Arnaud. On a compris, mon cher William. N'est pas lui interdire de... La question, c'est les intérêts de notre pays et de l'Union européenne. Je crois qu'aujourd'hui, si on ne comprend pas, mais si on ne comprend pas que les temps ont changé, que la mondialisation heureuse et bienheureuse et bénéfique est terminée, que c'est M. Trump qui a signé son arrêt de mort, et qu'aujourd'hui nous sommes en guerre commerciale avec les États-Unis et qu'il faut que l'Union européenne et toutes ses forces civiles s'unissent. Si on n'a pas compris ça, on n'est pas du bon côté, on n'est pas dans le bon millénaire, mon cher William. Vous êtes dans le millénaire d'avant, il faut vous mettre à la page. Pardon Nicolas et William, mais si la mondialisation heureuse du libre-échange des capitaux est terminée, peut-être qu'on parlera dans le prochain débat avec vous deux de la mondialisation heureuse de la libre circulation des personnes. Ce sera notre prochain débat. Pourquoi pas? Mais juste sur ce point, Nicolas, tu es un peu malvoyant, je dirais. Parce que tu as l'impression que c'est Donald Trump qui a lancé une guerre commerciale. Mais qui a lancé la guerre commerciale? C'est pas grave, je vais te faire un petit cours d'histoire. Ne me fais pas de cours d'histoire. Un mot, William, parce qu'on arrive au terme. Qui a lancé l'extraterritorialité américaine? C'est Barack Obama, en faisant en sorte que BNP Paribas paye des tas d'amendes et fait en sorte que les dirigeants d'Alstom il était américain, Barack Obama. Joe Biden a lancé l'Inflation Reduction Act. Mais je ne dis pas le contraire. Joe Biden a lancé l'Inflation Reduction Act qui a mis à mal une grande partie de l'industrie automobile européenne. Mais c'est le même côté de l'Atlantique, donc. De la même manière, les Chinois. Donc il n'y a pas de guerre commerciale avec les États-Unis. De la même manière, les Chinois pratiquent une concurrence déloyale. Donc en fait, ça fait depuis longtemps qu'on est en guerre commerciale contre ces pays. C'est juste que Donald Trump le dit tout haut et tout fort. Mais nous, on n'aurait pas que le dire. Nous, on aurait que le dire. Il passe à l'acte. Il me coûte toutes les 5 secondes. Donc le problème essentiel, c'est qu'en fait, je pense que l'Europe a eu un réveil de conscience sur le fait que les États-Unis partent. Nous défendent plus. Moi, je pense que de la même manière qu'on doit avoir un réveil, une conscience économique, pour non pas faire une guerre économique contre les autres, mais pratiquer un renforcement économique pour avoir un effet dissuasif. Eh bien, on en reparlera. Il faut que M. Arnaud passe du bon côté, finalement, du combat. De l'Atlantique. Merci à vous. Merci à tous les deux. William Ten, Nicolas Corato, think tank Place de la République pour l'un et le millénaire pour l'autre. La gauche pour l'un et la gauche pour l'autre. On l'aura